Mesdames, Messieurs, en m'appelant à l'honneur de siéger parmi vous, votre indulgence m'inspire un sentiment de reconnaissance d'autant plus vif que la pensée même de mon insuffisance littéraire ne saurait venir le troubler. C'est l'homme de science que vous avez élu, et vos suffrages bienveillants ont voulu honorer en moi l'académie à laquelle j'appartiens et perpétuer cette union des sciences et des lettres que vous n'avez cessé de consacrer par une tradition constante. On a raison de dire que les lettres sont les sœurs aînées des sciences. C'est la loi de l'évolution intellectuelle des peuples qui ont toujours produit leurs poètes et leurs philosophes avant de former leurs savants. Dans ce développement progressif de l'humanité, la poésie, la philosophie et les sciences expriment les trois phases de notre intelligence, passant successivement par le sentiment, la raison et l'expérience. Mais pour que notre connaissance soit complète, il faut encore qu'une élaboration s'accomplisse en sens inverse et que l'expérience, en remontant des faits à leur cause, vienne à son tour éclairer notre esprit, épurer notre sentiment et fortifier notre raison. Tout cela prouve que les lettres, la philosophie et les sciences doivent s'unir et se confondre dans la recherche des mêmes vérités. Car si dans le langage des écoles on se parle sous le nom des sciences de l'esprit, les lettres et la philosophie, des sciences proprement dites, qu'on appelle les sciences de la nature, ce serait une grave erreur de croire qu'il existe pour cela deux ordres de vérités distinctes ou contradictoires. Les unes philosophiques ou métaphysiques, les autres scientifiques ou naturelles. Non. Il ne peut y avoir au monde qu'une seule et même vérité, et cette vérité entière et absolue que l'homme poursuit avec tant d'ardeur ne sera le résultat que d'une pénétration réciproque et d'un accord définitif de toutes les sciences. Soit qu'elles aient leur point de départ en nous, dans l'étude des problèmes de l'esprit humain, soit qu'elles aient pour objet l'interprétation des phénomènes de la nature qui nous entourent. Les sciences de l'esprit ont dû se manifester d'abord, et ont été ainsi appelées les premières à régner sur le monde. Mais aujourd'hui, dans leur gigantesque essor, les sciences de la nature remontent jusqu'à elles et veulent les pénétrer en les éclairant par l'expérience.
physiologie, qui explique les phénomènes de la vie, constitue une science en quelque sorte intermédiaire qui prend ses racines dans les sciences physiques de la nature et élève ses rameaux jusque dans les sciences philosophiques de l'esprit. Elle paraît donc naturellement destinée à former le trait d'union entre les deux ordres de sciences, ayant son point d'appui solide dans les premières et donnant aux dernières le support qui leur est indispensable. Voilà pourquoi les progrès rapides et brillants de la physiologie contemporaine excitent un intérêt général et appellent de plus en plus l'attention sérieuse des philosophes et de tous ceux qui, comme vous, mesdames, messieurs, se tiennent dans les hautes régions de la pensée et de l'esprit. Le connu et l'inconnu, tels sont les deux pôles scientifiques nécessaires. Le connu nous appartient et se dépose dans l'expérience des siècles. L'inconnu seul nous agite et nous tourmente. Et c'est lui qui excite sans cesse nos aspirations à la recherche des vérités nouvelles dont notre sentiment à l'intuition certaine, mais dont notre raison, aidée de l'expérience, veut trouver la formule scientifique. Ce serait donc une erreur de croire que le savant qui suit les préceptes de la méthode expérimentale doivent repousser toute conception a priori et imposer silence à son sentiment pour ne plus consulter que les résultats bruts de l'expérience. Non. Les lois physiologiques qui règlent les manifestations de l'intelligence humaine ne lui permettent pas de procéder autrement qu'en passant toujours et successivement par le sentiment, la raison et l'expérience. Seulement, instruit par de longues déceptions et convaincu de l'inutilité des efforts de l'esprit réduit à lui-même, il donne à l'expérience une influence prépondérante. Et il cherche à se prémunir contre l'impatience. Cette impatience de connaître qui nous pousse sans cesse vers l'erreur. Il marche avec calme et sans précipitation à la recherche de la vérité. C'est la raison ou les raisonnements qui lui servent toujours de guide. Mais il l'arrête, le retient et le dompte à chaque pas par l'expérience. Son sentiment obéit encore, même à son insu, au besoin inné qui nous fait irrésistiblement remonter à l'origine des choses. Mais ses regards restent toujours tournés vers la nature, parce que notre idée ne devient précise et lumineuse qu'en retournant du monde extérieur au foyer de la connaissance qui est en nous. De même que le rayon de lumière ne peut nous éclairer qu'en se réfléchissant sur les objets qui nous entourent.
Mesdames, Messieurs, vous l'avez remarqué, nous venons d'être accueillis par un discours qui a fait autorité à l'époque. C'est le discours de réception à l'Académie française de Claude Bernard. Et vous avez entendu une voix merveilleuse qui est celle d'Emmanuel Marduel, qui d'ailleurs, au cours de cette journée, à 2 reprises, à nouveau, vous permettra de mieux connaître le grand savant. Alors, si vous voulez bien, nous allons parler de Claude Bernard. Claude Bernard. Vous avez dit Claude Bernard? Eh bien, ce grand savant nous transporte d'abord dans ce riant village du Beaujolais, que vous connaissez bien, Saint-Julien-sous-Montmelin, berceau de sa naissance où il est né le 12 juillet 1813. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler la vie de Claude Bernard. Bien sûr, des experts tout à l'heure vous donneront des indications extrêmement précieuses, des détails. Mais je voudrais dire simplement, ses parents propriétaires, ancrés dans le Beaujolais et la Dombes, il faut le préciser, ceci depuis des siècles, déclarent l'enfant né à 7 heures du matin le jour même auprès des services de monsieur le maire de Saint-Julien, Jean Dupelou. Il est baptisé le 18 juillet par le curé de la paroisse en présence de ses parrains marraines, le sieur Claude Bernard d'Arnas et dame Marguerite Ballefet, née Bernard de Villefranche. Une vie grandiose s'annonce pour cet enfant, né dans un milieu où le labeur compte, où les valeurs morales sont reconnues, appliquées. Claude Bernard, fils aîné de 4 enfants, fait de bonnes études, interrompues à la suite d'ennuis financiers de son père. Mais avant d'écouter les intervenants de ce colloque sur le bicentenaire de sa naissance, qu'il me soit permis de saluer, de remercier tous ceux qui ont travaillé depuis l'automne 2011 à préparer les quelques heures que nous allons passer ensemble. Je veux citer toute l'équipe de la commission appelée Claude Bernard à notre académie, qui a fait preuve d'un grand dévouement à la préparation de cette journée, en ne mesurant ni sa peine, ni son ardeur à faire le maximum, et ceci sous la houlette de Michel Rougier. Mais si vous le permettez, ce soir, lors de l'apéritif offert par la municipalité, j'y reviendrai plus en détail. Mes remerciements et ma connaissance vont également au nom de toute notre académie. Ils se portent vers 2 autres personnes, les présidents de séance, M. Gilbert Carrier, M. Paul Lafly, et tous les conférenciers de qualité que vous allez écouter, qui vont nous enrichir d'une connaissance et peut-être d'un savoir nouveau. Et puis, l'ordre du jour est tout simple, vous l'avez en main. Notre ami historien, Jean-Pierre Chantin, qui, je précise, à l'origine de cette idée du colloque, eh bien, nous apportera sa présentation scientifique, sa note personnelle et originale. Louise Lambriche nous offrira, par sa connaissance intime de l'œuvre générale du grand savant, une facette très attachante à sa personnalité. Marie-Aimée Marduel, avec ses enfants, je les cherche, mais ils sont là, descendants de la famille, nous invitera au cœur de la famille de ce grand physiologiste du Beaujolais. Martine Courtois, notre amie académicienne, se lancera sur la jeunesse de Claude Bernard. Avec sa parfaite connaissance de la littérature, parlera avec élégance de l'écrivain savant. D'ailleurs, son ouvrage récemment édité, Arthur de Bretagne, parle effectivement de choses merveilleuses sur le grand savant, de ce qu'il a fait. Daniel Choras nous entraînera dans un film inédit, aussi émouvant que captivant. Et puis Michel Rougier nous parlera du Beaujolais viticole qu'il connaît bien, ce Beaujolais du 19e siècle. Et puis ce Beaujolais devenu au 20e siècle la grande star viticole reconnue dans le monde entier.
Et puis Jacques Michel citera Pasteur avec Claude Bernard et des vignes aux belles couleurs d'automne. Annie Copinel donnera une splendide vue sur le musée du Grand Savant à Saint-Julien, aujourd'hui propriété de la communauté de communes de Saint-Georges-d'Ornain. Et puis, en fin de parcours, disons-nous, eh bien Jean-Jacques Pignard, notre ami historien, va conclure cette journée avec des détails également sur le bicentenaire de cette naissance, Claude Bernard. Alors tous ces intervenants agiront dans l'infiniment varié, où on ne sait ce que l'on doit retenir, la pensée, ou du style, ou de la vivacité d'esprit qui peut, d'une touche légère, nous aider à mieux connaître ce savant exceptionnel qui avait fait du doute et de l'humilité les deux piliers de la conduite de sa réflexion quotidienne. Alors, mesdames, messieurs, place à l'événement, place à l'histoire, et que cette journée soit pour chacun d'entre nous l'occasion d'un partage tant scientifique que culturel en souvenir de ce grand homme, ce grand savant, né dans notre Beaujolais. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous allons commencer cette journée et cette matinée. Et j'ai la lourde charge de faire respecter les horaires. J'ai déjà sorti ma montre parce que je pense que quand on commence à l'heure, on termine à l'heure et tout le monde est content. Simplement, un bref aparté pour vous remercier de m'avoir invité et dire tout l'honneur que je ressens. Simplement aussi dire que ça m'a permis de connaître un peu mieux Claude Bernard, parce qu'en réfléchissant et en voyant votre programme où vous avez 4 apparitions, on en a déjà une, moi j'ai aussi 4 apparitions de Claude Bernard dans ma vie. La première fois, c'est en philosophie, mais moi j'étais en mathélème à l'époque, et vous savez que la philosophie, on faisait pas beaucoup attention dans ce cas-là, et c'était l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale. J'en garde un souvenir très vague et j'ai dû lire quelques extraits simplement. Ensuite, en médecine, puisque j'ai fait médecine, on apprenait en 3e, 4e année, en sémiologie, le syndrome de Claude Bernard Horner. Je ne reviendrai pas dessus puisque c'est quelque chose de médical. C'est une sémiologie fine qui permettait, comme les médecins de l'époque avaient peu de choses, sinon cette sémiologie il fallait aller chercher sur le malade, et qui permettait de voir à quelle hauteur se situaient certaines tumeurs, certains anévrismes, certains accidents vasculaires au niveau du tronc cérébral. Alors maintenant, il y a l'IRM, il y a le scanner, on ne fait plus attention à ça, mais c'est dire là déjà que j'étais un petit peu attiré par Claude Bernard sur ce syndrome de Claude Bernard et Horner, qui était un Anglais qui décrivait la même chose en même temps. J'allais dire que ma 3e apparition de Claude Bernard, c'était aussi dans ces années où j'étais en 3e, 4e année de médecine, où la faculté de médecine de Lyon a voulu honorer un savant chirurgien américain qui s'appelait Dragstedt, qui était connu pour le traitement chirurgical des ulcères du duodénum, c'est-à-dire le début de l'intestin. Parce qu'on pensait que c'était l'acidité, c'était le stress, c'était l'aspirine quand les gens prenaient trop qui créait ces ulcères. Et il était venu nous présenter ça à l'occasion de la remise d'un diplôme d'honoris causa, docteur honoris causa de la faculté de Lyon. Et il nous avait présenté donc son travail. Et ce monsieur nous a expliqué qu'il coupait un petit nerf, un petite excroissance, enfin une diverticule, si j'ose dire, d'un nerf, le pneumogastrique, c'est-à-dire pneumo et gastrique, parce qu'il innerve également le diaphragme, et qu'il n'y avait plus d'acidité et les gens guérissaient. Bon. Et ensuite, il nous expliquait peu à peu comment il était arrivé à ce résultat. Et ça m'avait surpris parce qu'en France, un physiologiste nous aurait expliqué dans l'autre sens. On nous explique toujours, au départ, ce qu'on pense et où on arrive au résultat. Alors que lui, en bon américain, commence par le résultat et après il explique comment il... Et d'un seul coup, je me suis dit,
Mais nous, on est des descendants de Claude Bernard, et je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais ça explique aussi peut-être notre façon de réagir à beaucoup de choses, et la façon dont les Américains sont beaucoup plus directs que nous. Ma 4e apparition de Claude Bernard, elle est plus récente, elle date d'il y a 6 ans quand je suis entré au Conseil général, parce que dans la salle des délibérations, je vous ai mis une photo. Ceux qui connaissent pas pourront me demander, on pourrait visiter si ça vous intéresse. Il y a voilà cette fresque d'une cinquantaine, un peu plus de 50, de Lyonnais et du Beaujolais, des gens les plus célèbres, vous voyez, ça part des Romains, etc. Et on a Claude Bernard, on va vous le montrer, le voilà. Alors, ça me frappe toujours quand j'entre dans cette salle, parce que je le regarde et je n'arrive pas à comprendre pourquoi le peintre l'a mis seul. Il ne communique pas, les autres sont par groupe, lui il est tout seul. On a l'impression qu'il souffre et il a la tête sur la main, il a l'autre main sur son foie, et il est d'une pâleur cadavérique par rapport aux autres personnages. Alors pour moi c'est une énigme, et chaque fois que je rentre dans cette salle, c'est mon côté médical sans doute, je me dis de quoi souffre-t-il. Voilà ce que je voulais dire en introduction, et puis on va appeler la première personne. Donc c'est moi. Jean-Pierre. Oui, merci Monsieur le Président. Donc il me revient l'honneur de vous présenter le pourquoi de ce colloque en fait, c'est-à-dire l'introduction scientifique. Et tout le monde connaît en Beaujolais Claude Bernard, notamment à cause du lycée ou grâce au lycée Claude Bernard. Regardez, quand on tape sur le moteur Google, Beaujolais Claude Bernard, on tombe là-dessus, sur le marathon, et regardez bien, vous avez ici des élèves du lycée Claude Bernard qui ont couru le marathon du Beaujolais. Donc voilà le genre de choses qu'on trouve sur Google Images. On peut aussi déambuler et trouver la place Claude Bernard. Les gens connaissent le lycée, la place, éventuellement l'université à Lyon. Mais ce qui m'a toujours frappé, c'est que personne n'arrivait vraiment à dire qui était Claude Bernard. Au mieux un savant. Pourtant, on sait qu'il a été célébré de manière importante dans le monde entier. J'en veux pour preuve la page Google le jour de sa naissance, où il y a eu une illustration, ce qu'on appelle un doodle, pour le jour de la naissance de Claude Bernard. Donc vous voyez quand même, si la page Google se fend de cet hommage, on peut penser quand même qu'il y a une notoriété importante. Donc les gens pris au hasard m'ont parlé d'un savant, parfois d'un médecin, vaguement, mais aucun n'a pu me donner le fait d'armes scientifique de Claude Bernard. Qu'a-t-il fait? Alors que tout le monde arrive à trouver ce qu'a fait le Dolois Louis Pasteur avec la découverte du vaccin contre la rage en 1885. Je vous rappelle que cette découverte fait partie des dates repères des élèves de 3e au brevet, des dates qu'ils doivent savoir pour le brevet des collèges. Donc, différence de situation, et pourtant quelqu'un de connu, mais en fait méconnu. Et c'est ce paradoxe de notoriété qui nous a conduit à organiser cette journée. Je me suis amusé aussi à consulter un graphique des popularités dans les livres entre Claude Bernard et Louis Pasteur. La courbe de Claude Bernard est en bleu, celle de Louis Pasteur est en rouge. Vous voyez qu'au niveau des citations, c'est le nombre de citations dans les ouvrages de Google. Vous voyez que dans les citations, Claude Bernard, en bleu, est toujours, depuis le milieu du XIXe siècle, davantage cité que Louis Pasteur jusqu'aux années 1940. On a un petit déficit ensuite qui s'agrandit, mais vous voyez que depuis les années 85, Louis Pasteur est davantage cité dans les ouvrages que Claude Bernard. Et pourtant, si on regarde la situation, ça c'était pour les ouvrages en anglais, et donc plus répandu au niveau mondial. En revanche, si on regarde les ouvrages en français, Claude Bernard est toujours devant Louis Pasteur au niveau du nombre de citations, même si ces dernières années, l'écart se rétrécit. Donc voilà un peu toutes ces raisons qui nous ont poussés à faire cette rencontre. Alors vous verrez différentes communications sur le savant Claude Bernard. Fort heureusement, Louise Lambriche viendra nous éclairer sur ce qui fait la réputation de Claude Bernard, médecin ou physiologiste lorsque l'on lit des dictionnaires, mais vous verrez que ce n'est pas suffisant.
médecin ou physiologiste qui a quand même valu à Claude Bernard l'honneur de funérailles nationales. En 1878, Henri Didon, un dominicain, déclarait qu'il avait été le premier savant qui ait obtenu de notre pays les honneurs funèbres. Donc Louise Lambriche viendra nous dire pourquoi. Mais le propos de l'Académie n'est pas que de célébrer le savant, mais de célébrer le savant beaujolais, de replacer ce natif de Saint-Julien dans son environnement originel. Vous verrez d'abord le film de Daniel Cheyras qui vous montrera l'homme avant que la famille Marduel nous présente la famille. Chacun est produit de son milieu et de sa famille. Et on a essayé comme ça, par ce biais-là, d'avoir quelques pistes. Claude Bernard, vous le verrez ensuite, a peut-être été un raté. Un raté, c'est ce que vous montrera ou ce que vous expliquera Martine Courtois à propos de ses œuvres littéraires de jeunesse qu'il fait alors qu'il est en apprentissage encore à Lyon. Je rappellerai à mes élèves étudiants ou de lycée que Claude Bernard a quand même loupé son baccalauréat et qu'il a été ensuite refusé à l'agrégation. Ça laisse de l'espoir pour certains. Mais c'est surtout un chercheur qui n'oublie pas ses racines beaujolaises et qui, au milieu d'un contexte viticole que Michel Rougier vous fera revivre, a disserté, a disputé, pour reprendre le terme exact, avec son rival Pasteur à propos de la fermentation alcoolique. Et ceci, et bien au-delà, vous sera présenté par Jacques Michel. Il reste enfin de Claude Bernard, en son pays beaujolais, outre les artères et les bâtiments commémoratifs, un lieu qui entend rappeler depuis plus de 60 années à ses compatriotes que nous sommes ce qu'il a été. Annie Copinel nous présentera ce qu'a été ce pari d'édifier il y a 60 ans un musée Claude Bernard à Saint-Julien, et vous verrez que des membres de l'Académie, de notre Académie, y ont participé. Finalement, la boucle est bouclée. Il nous revient non seulement de faire connaître l'œuvre du savant, mais surtout de savoir qui a été le Beaujolais Claude Bernard. Je vous remercie. Alors, nous allons commencer en bonne intelligence par le film de Daniel Cheyras. Je ne sais pas si Daniel Cheyras vient à la table. Oui. Merci. Bonjour à tous. Lorsqu'en 1998, j'achète une maison à Saint-Julien, je découvre que c'est le village de Claude Bernard. Je découvre sa statue sur la place du village. Je savais bien que le lycée de Villefranche, une rue, une place, portait le nom de Claude Bernard, mais j'ignorais à peu près tout du savant. De formation scientifique, je m'intéresse aux recherches physiologiques de Claude Bernard. Je m'intéresse à ses découvertes scientifiques, j'essaie de comprendre. Puis, c'est l'homme qui me passionne. Alors je commence à lire ce qu'il a écrit, ce qu'on a écrit sur lui, et l'idée me vient de réaliser un petit film sur Claude Bernard. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas du tout le savant, c'est l'homme. Cet homme qui, né dans une modeste maison qu'on appelle la maison natale, a acheté une grande maison bourgeoise et qui, grâce à l'arrivée du train en 1854 à Villefranche, peut venir en vacances, se reposer, comme il dit, présider à ses vendanges, et qui vient régulièrement, tous les étés, à Saint-Julien. C'est donc une évocation du savant, mais une évocation surtout de l'homme, qui raconte les événements de son village, qui raconte à Madame Raffalovitch ce qu'il fait, ce qu'il voit, ce qu'il pense, ses doutes, sa maladie. J'ai pu réaliser ce film grâce aux amis du musée Claude Bernard, et je remercie son président, M. Guillarme,
et grâce à la communauté de communes Beaujolais-Vauxonne, M. Bagdassarian, président. Si, à l'issue de la projection, vous avez des questions, j'essaierai de répondre. Merci. En 1869, Claude Bernard a 56 ans. Presque toute sa carrière scientifique est déjà derrière lui. C'est un homme célèbre, mondialement reconnu pour ses découvertes physiologiques. Par ses nombreuses recherches, il a créé la médecine expérimentale. Claude Bernard est professeur au Collège de France, donne des cours à la Sorbonne, au Muséum d'histoire naturelle. Il est membre de l'Académie française et vient d'être nommé sénateur par Napoléon III. Séparé de son épouse Françoise-Marie Martin et de ses deux filles, Jeanne-Henriette et Marie, il est infiniment seul. Claude Bernard a remarqué dans le public qui assiste à ses conférences une jeune femme d'une étrange beauté qui, à la fin d'un de ses cours, vient lui demander un conseil médical. Entre Claude Bernard et Marie-Sara Rafalovitch va se nouer une amitié profonde, une admiration réciproque. Ils vont échanger plus de 500 lettres en 10 ans. Chère Madame, vous me demandez ce que je fais en ce moment. Je ne fais rien. Je laisse errer mes pensées et le calme se rétablit dans mon esprit. L'année 1869 aurait été pour moi un moment de transition tumultueuse et pénible, dans lequel se sont choqués les événements les plus divers. Les ennuis et les honneurs qui m'ont accablé à la fois, et aussi quelques lueurs d'espérance qui me sont apparues comme un rayon vivifiant de soleil dans une éclaircie rapide entre deux nuages sombres. À l'automne de la vie, les illusions se détachent de l'âme les unes après les autres, comme les feuilles tombent des arbres à l'automne de l'année. Il n'y a pas lieu de s'en plaindre, puisque c'est la loi de la nature. Ainsi que vous le voyez, madame, je me prépare à finir. J'espère que mon séjour à la campagne, dans la solitude pendant